Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits pour ce question d'argent dédié aux investissements. Je suis Myriam Nicasse, en charge de la communication pour Inextinso Patrimoine et en particulier de l'organisation des questions d'argent. Je vais faire un petit point rapide sur l'organisation de cette émission. En premier, je vous propose de présenter le groupe Inextinso pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, les intervenants se présenteront et présenteront leur activité assez rapidement. Nous aborderons enfin les 22 questions que nous avons sélectionnées parmi la centaine qui nous a été posée, qui étaient toutes très intéressantes, mais il a bien fallu faire un choix. Concernant les questions qui n'auraient pas été sélectionnées, nos intervenants s'engagent à y répondre ultérieurement après l'émission en vous contactant directement. Compte tenu du temps imparti et de la richesse des réponses à apporter aux différentes questions, celles-ci seront traitées de manière exhaustive, mais sans rentrer forcément dans le détail. Donc, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ces questions-là, n'hésitez pas à contacter ultérieurement les intervenants. Vous aurez leur contact, leur adresse via le mail de remerciement que vous recevrez à l'issue de l'émission. Enfin, si vous souhaitez poser des questions au cours de l'émission, je vous remercie de les poser via le chat. Si nous avons le temps, nous les prendrons. Sinon, de la même manière, nos intervenants y répondront ultérieurement en reprenant contact avec vous. Voilà pour la présentation. Je vais donc présenter rapidement le groupe Inextinso. Donc, Inextinso, c'est le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. Qui dit leader dit 7300 collaborateurs répartis dans 280 agences sur l'ensemble du territoire national qui accompagnent 160 000 clients pour un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Inextinso a vocation à accompagner le chef d'entreprise à 360 degrés depuis la création de son entreprise jusqu'à sa reprise, en passant par le conseil en fusion-acquisition, l'externalisation de la fonction finance, le conseil aux entreprises innovantes. En 2019, Inextinso a renforcé ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires. Et en 2020, Inextinso a créé Inextinso Patrimoine afin de permettre d'accompagner ses clients en optimisation de leur stratégie patrimoniale. Je vais donc, avec cette transition, vous donner la parole à nos intervenants. Premier, Sylvain Jourand, qui est associé Inextinso Patrimoine, et ensuite Morgane Aubrin pour Interinvest. Donc Sylvain, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, Sylvain Jourand, je suis associé chez Inextinso Patrimoine. Alors très rapidement, Inextinso Patrimoine, eh bien, c'est la branche de gestion, la filiale gestion de patrimoine du groupe Inextinso. Et peu ou prou, on a deux casquettes. Une casquette purement conseil, où on a une cellule d'ingénieurs patrimoniaux à Vitrolles, à côté de Marseille, qui est dirigée par Lionel Douillot et Claire-Léa Bocard, d'une main de maître d'ailleurs, où on intervient sur les questions, les audits. En fait, on fait des audits patrimoniaux en essayant de répondre aux problématiques des clients. Donc ça peut être le choix du statut social ou la bonne stratégie en matière de rémunération et de dividendes, tout ce qui est bilan de retraite, stratégie de retraite, tout ce qui est transmission, enfin je dirais les questions patrimoniales classiques, structuration d'un groupe. Voilà, on intervient là-dessus avec nos ingénieurs patrimoniaux à Vitrolles. Et puis nous sommes plusieurs également, enfin répartis sur toute la France en région, à accompagner les clients plus directement sur l'investissement de leur argent en gestion privée, où on les accompagne sur une stratégie d'investissement en fonction forcément de ce qu'ils ont, de leurs desiderata et puis de leurs horizons de placement. Voilà un petit peu pour Inextinso Patrimoine. Merci beaucoup Sylvain, merci Myriam, bonjour à tous. Alors pour ma part je me présente, je m'appelle Morgane Aubrin, je suis le directeur des partenariats du groupe Interinvest. Alors en quelques points, le groupe Interinvest c'est un groupe familial qui existe depuis un peu plus de 30 ans. C'est un groupe indépendant, donc indépendant ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actionnariat est détenu à 100% par la famille dirigeante qui est la famille Petit. Et ce groupe il est basé à Paris, il a un peu plus de 250 collaborateurs et puis là on va dire différentes activités.
On avait une activité historique qui était liée aux investissements en Outre-mer, sur lequel on structure des opérations, notamment dans le cadre du dispositif Girardin. On a refinancé sur cette classe d'actifs à peu près peu ou prou 5 milliards. On a monté une société de gestion il y a près de 10 ans maintenant, où on structure des opérations de private equity. On devrait passer le cap du milliard aussi. On a une entité où on fait de l'immobilier et plus particulièrement du démembrement en nue propriété. Une activité liée à l'activité PER, le plan épargne retraite, où on a été l'un des premiers à lancer un PER compte titre. Et enfin, depuis peu, une entité qu'on a appelée Solvest, où on structure des produits structurés. Donc voilà, un groupe familial, 5 activités principales, 250 collaborateurs, et moi je m'occupe de la partie des partenariats. Et je suis ravi d'animer aujourd'hui ce webinaire avec Myriam et Sylvain. Merci beaucoup Morgane et Sylvain. Donc on aborde tout de suite la première question. Quels sont les différents types d'investissements? Donc là, c'est Sylvain peut-être qui va commencer. Oui, peut-être en préambule quand même pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Effectivement, les questions qu'on a reçues sont toutes très intéressantes, mais elles sont aussi souvent assez larges. Donc on va essayer de déflorer un petit peu les sujets, mais ce sera pas complètement exhaustif. Pour répondre à cette première question, on va dire, peu ou prou, il y a 3 ou 4 types d'investissements. Il y a tout ce qui va être financier, immobilier, forcément. Ensuite, les investissements un petit peu alternatifs et numériques. En financier, ça va être réparti. Encore une fois, c'est pas exact, mais on est obligé de synthétiser un petit peu sur tout ce qui est monétaire. Donc monétaire, c'est des prêts à très court terme, peut-être comme vous faites sur un compte à terme auprès de votre banque. Vous voyez, ça c'est du monétaire, c'est du prêt à court terme. De l'obligataire, donc l'obligataire, ce sont des obligations. Les obligations, c'est de la dette qui est émise. La France émet énormément d'obligations, mais des entreprises également émettent des obligations. Il y a également ce qui est action. Donc là, c'est une partie du capital d'une entreprise. Et puis, il y a également une classe d'actifs qui grandit un petit peu. Ce sont les ETF. Ces trackers qui vont répliquer un indice, les ETF. Après, sur tout ce qui est financier, eh bien, ces différentes classes d'actifs, on peut mettre ça dans différents supports. Donc, il va y avoir bien sûr l'assurance vie, le contrat de capitalisation, mais il va y avoir également tout ce qui est PEA, PME, compte titre, forcément. Voilà un petit peu sur la partie financière. Alors, il y a également bien sûr tout ce qui est livret réglementé, livret A, LDD, mais voilà un petit peu sur la partie financière. Sur la partie immobilier, eh bien, forcément, vous avez l'immobilier de rapport, tout ce qui est locatif. Alors, on peut avoir du professionnel, on peut avoir de l'immobilier pour des particuliers, mais on va également avoir des SCPI. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des SCPI. Et puis, également du crowdfunding immobilier. Vous savez, ce financement participatif qui peut s'appliquer également à l'immobilier. Alors après, il y a d'autres dispositifs un peu moins connus, tout ce qui est monuments historiques ou de Normandie. Va y avoir également, c'est un peu moins connu également, on peut faire de l'investissement dans du vignoble ou dans des forêts. Et puis, on va avoir les actifs numériques. Donc ça, vous avez sans doute déjà entendu parler avec tout ce qui est crypto-monnaie, forcément, ou portefeuille d'actifs numériques. Mais on peut également avoir, je reviens un petit peu en arrière, de la matière première. Dans tout ce qui est alternatif, on peut avoir du Girardin, et ça c'est Morgane qui vous en parlera sans doute un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc en fait la palette est très large et effectivement on reviendra aussi dessus, mais l'objectif est d'essayer de diversifier quand on a un petit peu de patrimoine en fonction de son horizon de placement et de sa sensibilité au risque. Morgane, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Écoute, non, je crois que tu as fait une très belle palette de l'ensemble des investissements. Peut-être ce que j'ai rajouté sur la partie financière et qui se développe de manière assez importante, c'est tout ce qui est non coté. Vous savez, quand en anglais on parle de private equity, de capital investissement en français, c'est quand même une classe d'actifs qui se développe de manière assez importante. On en parlera également aussi, il y a tout ce qui est produits structurés. Et puis sur toute la partie diversification alternative,
on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi, moi, je pense à beaucoup de choses, type l'art, le vin, les montres. Enfin, il y a vraiment plein de types d'investissements, mais en tout cas, effectivement, la répartition que tu as donnée est tout à fait correcte. Parfait. Deuxième question. Quel est le placement le plus rentable avec un risque modéré, pardon. Donc là, ce serait peut-être plutôt Morgane. Merci Myriam. Donc effectivement, je confirme ce que disait un petit peu Sylvain en préambule, c'est que c'est vrai que voilà, ce type de questions ont quand même un côté assez subjectif. Qu'est-ce qu'on appelle un risque modéré? Bon, ça peut être assez variable selon le type d'investisseur. Je pense qu'à cette question, ce qui peut être important de rappeler, c'est qu'un placement, vous avez toujours ce qu'on appelle un couple rendement-risque. Ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas d'argent de magique dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Il y a des placements qui vont être peut-être plus sûrs que d'autres. Et t'en parlais à juste titre tout à l'heure, Sylvain, notamment tout ce qui est peut-être obligation d'État, livret A, qui vont être des placements plutôt sécuritaires. Euh, Moi, la réponse que je donnerais, c'est avant tout, c'est la diversification. Un risque modéré, c'est investir en fonction du profil de l'investisseur sur différents supports, que ce soit des investissements financiers ou immobiliers d'ailleurs, hein, et peut-être sur la partie financière, bah voilà, profiter de supports qui sont assez souples. En assurance vie, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail. En compte titre, si jamais on veut encore plus de diversification. Et bien évidemment, l'immobilier, hein, ça c'est une classe d'actifs incontournable parce que c'est la seule classe d'actifs sur laquelle vous allez pouvoir vous leverager. Donc je pense qu'avant tout, moi, la réponse à cette question pour un risque modéré, c'est avant tout un investissement diversifié. Ok, Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle le risque modéré. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt finalement dans un scénario, dans un mauvais scénario, est-ce qu'on est prêt à perdre 5, 10 ou 20%? Parce que ce ne sera pas forcément le même type de réponse. Et ça peut paraître un petit peu, enfin, on peut avoir l'impression que Morgane essaye de fuir la question. C'est pas cela, c'est que même des classes d'actifs réputées, je dirais, moins à risque, comme les obligations, ont longtemps été considérées comme ça. Eh bien, on a vu en 2022, avec la guerre en Ukraine et donc l'augmentation du prix de l'énergie et l'inflation qui en a suivi, eh bien, on a vu cette année-là un crash action doublé d'un crash obligataire. Donc, ça dépend aussi, et tout ça pour dire que l'année suivante, eh bien, et les années suivantes, ça s'est bien passé. Donc, tout dépend également, je dirais, de la temporalité de l'investissement où on ne prend pas les mêmes risques si on souhaite investir sur 1 an, sur 5 ans ou sur 10 ans. Voilà, donc je dirais les seules classes d'actifs où le risque est modéré, c'est tout ce qui est avec garantie de capital, donc effectivement compte à terme, livret et fonds euros d'assurance vie, mais encore une fois, le rendement pour le coup, hein, entre 1,5 et 3, on va dire, voilà, en ce moment. Et d'où l'importance d'être conseillé par des gens de qualité comme Inextenso Patrimoine et toi, mon cher Sylvain. Question suivante. Comment diversifier justement son patrimoine? Ouais, alors la diversification du patrimoine, forcément, elle se fait en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, l'étendue du patrimoine, elle se fait aussi forcément en fonction de ses objectifs, parce que si on souhaite disposer d'une grosse liquidité à 5 ans ou à 15 ans, eh bien, c'est pas forcément la même stratégie de diversification, mais on va dire que les grands thèmes, c'est de diversifier forcément les classes d'actifs dont on vient de parler. C'est-à-dire que même mettre sur du livret, du compte courant ou du fonds euro à 100%, eh bien, c'est pas une diversification, ça, même si on peut dire que c'est sécuritaire. Oui, alors après, s'il y a une forte inflation, eh bien, on va pouvoir peut-être perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Si demain, on a un État qui commence à avoir du mal à rembourser sa dette, eh bien, pareil, il y a des risques inhérents à cela. Donc, l'objectif, c'est déjà de diversifier sa classe d'actifs entre les différentes classes financières qu'on vient de voir, le monétaire, l'obligataire, l'action, mais également entre grandes classes d'actifs, entre le financier, l'immobilier, mais également tout ce qui est alternatif. Après, en fonction de son patrimoine, eh bien, on peut rester uniquement sur du financier et de l'immobilier, et à partir du moment où on a un peu plus de patrimoine, on va aller sur des choses un petit peu plus rares, mais
voilà, l'objectif, c'est de diversifier les classes, la géographie et l'horizon de placement, c'est-à-dire pas tout mettre, par exemple, sur des horizons de placement longs. Voilà, tout ce qui est immobilier, on est quand même en général, sur des horizons de placement assez longs, au moins 10 ans. Eh bien, tout mettre là-dessus. Si jamais on a besoin de récupérer de l'argent, si on a besoin de liquidité, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, voilà, c'est la diversification des classes d'actifs, de la géographie également de ces actifs, et puis de sa durée de placement, de son horizon de placement. Parfait. Tout à fait. Non, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Sylvain. La diversification, c'est un maître mot. Peut-être ce que je rajouterais, j'allais dire, certains chiffres un peu de tendance qu'on a, même si encore une fois, ça s'adapte en fonction de chaque profil, comme l'a très bien répété Sylvain. Néanmoins, en général, on dit qu'il ne faut pas avoir plus de 50% de son patrimoine sur l'immobilier. Donc voilà, on peut imaginer qu'avoir, je sais pas, 40-50% max en immobilier, puis le reste plutôt sur des produits financiers que vous pouvez répartir sur une partie cotée, une partie non cotée, et puis bien évidemment une poche sans risque. Il y a peut-être un dernier point que je rajouterais, parce qu'en fait, et ça c'est important dès que je discute avec beaucoup de partenaires, de distributeurs ou d'investisseurs, c'est qu'en fait, chaque investisseur a toujours un biais d'investissement. On a tous une conviction qui est un peu plus forte sur un domaine, sur un intérêt, sur quelque chose qui nous intéresse. Certains, ça va être plutôt l'immobilier, d'autres, ça va plutôt être le financier, d'autres, ça peut être même les crypto-monnaies. Donc, chacun, on a une expertise et peut-être un affect sur un biais, une conviction plus particulière. Mais il faut toujours être vigilant et que cette conviction ne représente jamais une part trop importante de son investissement. Donc, un sujet qu'on maîtrise plus particulièrement, il faut l'exploiter. Mais encore une fois, il faut avoir une vraie diversification voilà, sur différents actifs. Okay. Tout à fait. Merci. Et le biais immobilier en France, en tout cas l'investissement, le pilier majeur de l'immobilier, c'est classique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de rassurant, c'est un actif réel, palpable, sensible, et ça plaît souvent beaucoup, et c'est très bien. Par contre, attention, on vient de vivre quelques années, je dirais, qui ont un peu secoué. À ce moment-là, eh bien, lorsqu'on a besoin effectivement de revendre un actif immobilier, que les taux d'emprunt sont assez élevés, que les prix ont pris moins 15% en moyenne sur la France, effectivement, c'est pour ça que la diversification, même sur des actifs rassurants comme l'immobilier, c'est toujours absolument nécessaire. Merci à vous deux. Question suivante. Comment investir avec un petit budget ? C'est plutôt Morgane, peut-être ? Oui, alors effectivement, là aussi, c'est quand même assez subjectif parce que qu'est-ce qu'on appelle un petit budget? Selon le profil des investisseurs, ça peut être des montants relativement variables. Je pense que pour répondre à cette question, ce qui est important derrière, c'est peut-être la logique de fractionner son investissement. L'idée, c'est surtout, j'allais dire, d'investir de manière régulière dans le temps. Ça permet bien évidemment de lisser les points d'entrée et ça permet d'être diversifié dans le temps, d'être diversifié sur différents millésimes et j'allais dire de s'inscrire dans une logique périodique. Donc moi, le conseil que je donnerais avec un petit budget, voilà, c'est de fractionner son investissement et de réaliser des investissements dans le temps pour rentrer sur plusieurs points d'entrée et de ne pas être exposé j'allais dire, sur un millésime en particulier. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvain ? Non, entièrement d'accord. Effectivement, en fait, parfaitement, fractionner son investissement et se forcer, autant que faire se peut, mais se forcer à le faire, parce que dans le temps, ça donnera des choses avec les intérêts composés. Essayer d'y aller mensuellement, voilà, c'est très bien, comme ça on se force, parce que sinon, on a psychologiquement souvent tendance à trouver tout un tas d'excuses pour pouvoir, tout un tas d'excuses réelles, mais je veux dire, pour pouvoir pas le faire, alors que si on a un prélèvement qui est opéré sur son compte tous les mois, et ensuite, je dirais, ça nous force un petit peu à épargner, et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, c'est important. Alors, je vois qu'un auditeur dit le plus tôt possible, effectivement, le plus tôt possible. Ouais. Ok, question suivante. Quel est le risque versus la loi Sapin 2 ? Donc ça, c'est peut-être plus Sylvain. Ouais, alors c'est marrant parce que effectivement il y a quelques années on l'avait souvent cette question. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas eu, mais peut-être pour rappel, la loi Sapin 2, c'est la capacité pour le pouvoir politique de bloquer, de suspendre le retrait de l'épargne par les Français de leur assurance vie.
Voilà, donc ça a été voté en 2016 de mémoire par le ministre Sapin, d'où le nom Sapin 2. Et c'est vrai que ça avait fait un petit peu de bruit puisque ça suivait de près la Grèce. Donc c'est ça. En fait, le risque, c'est d'avoir une indisponibilité temporaire de son épargne parce que c'est 3 mois, ça peut être renouvelé, mais c'est pour éviter, dans le législateur, c'était quoi? C'était de dire, OK, on évite un bank run, donc que tout le monde se présente au guichet de son assurance ou de sa banque pour récupérer l'argent de ses assurances vie. Après, je dirais, la probabilité que ça arrive, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Il faut voir que si un jour c'est activé, ça nuirait durablement à la confiance des Français dans le pouvoir politique. Donc ce sera vraiment qu'en cas de crise grave, systémique, ce ne sera pas appliqué comme ça pour se faire plaisir. Hein, voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Après, il existe des moyens de s'en prémunir quand même si on a des craintes là-dessus, des craintes personnelles. Bien sûr, c'est de répartir encore une fois, c'est diversifié, hein, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir plusieurs supports d'investissement. Et il existe également une solution proposée par la plupart des compagnies aujourd'hui, c'est les contrats d'assurance vie luxembourgeois, hein, qui sont au Luxembourg et donc qui ne sont pas effectivement soumis au risque de la loi Sapin 2. Ok. Morgane, tu as peut-être quelque chose à ajouter, non? Non, je crois que Sylvain a très bien résumé les choses et effectivement cette loi, c'est avant tout, ça renforce la transparence et la protection des investisseurs. Donc non, tout à fait, rien à rajouter. Ok. Question 6. Selon vous, un positionnement sur des fonds ET, tracker ou OPCVM sur les métaux précieux dont l'or est-il encore opportun? Donc ça peut plus Morgane. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors l'or, ça, bien évidemment, ça reste j'allais dire pour ne pas dire la valeur refuge, hein, bien évidemment, pour plusieurs raisons. On pourrait parler de la stabilité de cette classe d'actifs, de la demande universelle, de sa capacité, j'allais dire, à protéger contre l'incertitude économique. C'est vrai je me rappelle, il y a quelques années, on avait dit que le Bitcoin allait peut-être remplacer l'or et en fait on s'est rendu compte que pas du tout, hein. Le Bitcoin ça a énormément bougé, ça a été extrêmement volatile sur ces dernières années et puis je pense qu'on reviendra un peu plus dans le détail de cette classe d'actifs que sur les crypto-monnaies, alors que l'or, si vous prenez le cours de l'or sur ces 25 dernières années ou 30 dernières années, ça n'a fait qu'augmenter. Donc ça c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est un investissement refuge. Après, au-delà de cette classe d'actifs, je pense qu'il y a aussi un point qui peut être intéressant, c'est de rappeler aujourd'hui tous les outils qui existent pour investir dans l'or. Autrefois, on avait des lingots chez soi. Aujourd'hui, moi, je conseillerais aux investisseurs peut-être de réaliser des investissements via des outils comme des ETC, des ETP, des ETN, qui permettent justement d'investir dans des produits financiers comme l'or ou même comme d'autres commodities. Hein. Ça pourrait être le pétrole, ça pourrait être le blé ou que sais-je. Plutôt, bien évidemment, que d'autres outils comme je pense aux OPCVM, hein, qui vont, eux, investir dans des actifs qui ne détiennent pas l'or, mais qui sont liés à l'activité, de l'or. Voilà. Donc, moi, le conseil, c'est bien évidemment, c'est une valeur refuge. L'investir via des ETC, ETP ou ETN, ça me paraît tout à fait intéressant. Et puis, ça vous évite, j'allais dire, d'avoir aussi toutes les questions sécuritaires ou de le posséder de manière physique chez soi. Ok. Ouais, Sylvain, tu juste ne rajoutes pas quelque ouais, chose? en complément, effectivement, l'or est un bon indicateur, je dirais, de la confiance des gens, je dirais, dans la stabilité je dirais, du système financier mondial. Là, on peut regarder, ça a été très mouvementé, comme ça a pu échapper à personne ces derniers mois. Voilà, le cours de l'once d'or est très très haut, à un point extrêmement haut. J'invite tous nos auditeurs à aller regarder un petit peu le cours. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, arriver en achetant pour 10, 15, 30, 50 000 euros d'or d'un coup, sur un point extrêmement haut, je ne sais pas. Peut-être que, en tout cas, y aller, je dirais, progressivement, un petit peu tous les mois. Aujourd'hui, sur ce point haut, peut-être est-ce pas forcément un trop mauvais conseil, parce que, encore une fois, peut-être qu'il va continuer à monter, mais là, on est vraiment sur un point très très haut, quoi.
Parfait. Nous avons des questions dans le chat, mais on va peut-être continuer les questions qu'on a sélectionnées. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, au pire, on vous répondra en direct, soit par mail, soit par téléphone à l'issue de l'émission. Question 7. Quid des produits structurés? Là, c'est plus peut-être commencer par Sylvain. Oui, produits structurés, peut-être pour présenter quand même. C'est pas évident à définir parce que c'est très large, mais c'est un produit financier complexe qui a pour vocation à la base à permettre à des gens qui ne sont pas familiers de l'investissement financier sur des actions, des obligations, d'y aller avec certaines barrières de protection. Voilà. Certes, je peux acheter une action Total en direct, via un compte titre, en direct tout court d'ailleurs, ou un PEA. Néanmoins, eh bien, si elle fait moins 50 demain, eh bien, je perds moins 50 temporairement. En tout cas, j'ai une moins-value latente de moins 50%. Un produit structuré, c'est un contrat qui va être passé entre une banque, entre un émetteur et l'investisseur, où en fait, eh bien, il va y avoir plusieurs scénarios qui vont être prédéfinis à l'avance. Je vous donne un exemple, toujours l'action totale, donc le sous-jacent. Voilà, si l'action totale fait à la date de départ, alors avec une date de départ et une date de fin, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2025 par exemple, et pendant 5 ans. Si avec une constatation, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans, on va venir constater où en est le cours de ce sous-jacent, par exemple de l'action totale. Bon, si au bout d'un trimestre, l'action totale a fait entre, je dis une bêtise, entre moins 10 et plus 10, eh bien l'émetteur s'engage à vous donner un coupon, à vous donner une rémunération de, je ne sais pas, ça peut être de 3, 4%, enfin ça dépend de ce qui a été défini à l'avance. Par contre, si c'est en dessous de moins 10%, l'émetteur vous donne rien, et si c'est en dessous de moins 60%, eh bien vous avez perdu. Bref, en fait, c'est établir par contrat différents scénarios en fonction de ce sous-jacent. C'est ça un produit structuré, avec date de début, date de fin, des barrières de protection, on peut très bien dire jusqu'à moins 60% sur le sous-jacent, on est sûr de ne pas perdre de l'argent, voilà, c'est une barrière de protection en capital, et puis on fait des scénarios comme ça, conditionnels, où en fait, par avance, l'investisseur sait ce qu'il aura dans tel ou tel cas. Voilà, c'est ça un produit structuré. C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui se développe énormément, qu'on va pouvoir acheter en direct via un compte titre, ou alors qu'on va retrouver vraiment de plus en plus dans les assurances vie et dans les plans d'épargne retraite. Voilà, je pense que Morgane sera intéressé de compléter, puisque vous êtes structureur de mémoire, donc vous en proposez. Exactement, merci Sylvain. Effectivement, alors tout ce que tu as dit est plus que correct, bien évidemment. Alors voilà, et je pense que c'est important que l'ensemble des auditeurs le savent, c'est qu'il y a quand même une vraie traction sur cette classe d'actifs qui s'est très fortement développée. C'est près de 50 milliards l'année dernière, ça fait x3, donc c'est quand même vraiment devenu une classe d'actifs, j'allais dire, incontournable. Ça, c'est tout à fait correct. Le deuxième point, je pense, qui est important de rappeler à nos auditeurs, c'est que il s'adapte à tout type d'investisseur. Ça veut dire qu'un produit structuré, c'est vraiment la possibilité de faire un outil sur mesure. Ça peut être tout à fait, je ne sais pas, moi, sur des gens qui voudraient j'allais dire un setup, un outil avec un capital garanti. Ça a des gens qui veulent des produits beaucoup plus risqués, type sur une action, ce qu'on appelle single stock. Donc, c'est vraiment important de le rappeler, c'est qu'en fait, l'outil structuré, il va s'adapter en fonction du profil de l'investisseur et vous avez une vraie palette qui est possible sur ce type d'outil qui répond à tout type de demande. Il y a un dernier point peut-être que je rajouterai peut-être en complément de ce que tu as dit, Sylvain, c'est que tu as dit que c'est un produit complexe. Alors, tu as raison, mais on peut le rendre aussi assez simple. Et d'ailleurs, c'est un peu la volonté qu'on a, nous, au sein de notre groupe, c'est essayer d'expliquer, de démocratiser, de faire de la pédagogie pour expliquer cette solution, ce produit, en expliquant de manière très simple quel est le rendement, quel est l'indice, sur quoi on s'appuie pour essayer j'allais dire, de l'expliquer au mieux. Mais voilà, gardez en tête que c'est vraiment une solution qui s'adapte à tout type de profil, que ça peut être pour des gens qui veulent des outils, des profils très très peu risqués et qui vont s'adosser sur des produits garantis, ou des gens bien évidemment qui veulent des choses beaucoup plus risquées.
Ouais, en complément encore une fois, c'est un sujet très vaste, mais en fait, il va y avoir des produits structurés de campagne, c'est-à-dire sur un PER, eh bien, je sais pas moi, la compagnie Cardiff, Swiss Life, peut proposer un produit structuré qu'elle va proposer à tous les clients, à tous ses clients, ou alors peut y avoir des produits structurés sur mesure, c'est-à-dire à partir d'une certaine enveloppe. Alors ça dépend des structureurs, 100, 150, 200, 250 000. On peut vraiment créer quelque chose de spécifique en fonction des convictions de l'investisseur. Donc voilà, c'est quand je voulais dire complexe, c'est-à-dire que c'est quand même plus compliqué, et même avec je dirais, toute la pédagogie qu'on peut y mettre qu'acheter une action en direct, où finalement c'est relativement simple. Mais effectivement, ça s'adapte, et c'est l'objectif, hein, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, ça s'adapte à tout type d'investisseur. Ok, parfait, il nous reste une demi-heure. Question 8. Pouvez-vous nous éclairer sur les crypto-monnaies? Donc ça serait peut-être plutôt Morgane. Alors, les crypto-monnaies, effectivement, là aussi, c'est un vaste sujet. Peut-être rappeler en quelques points qu'est-ce qu'une crypto-monnaie de manière très simple. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Vous savez que c'est une classe d'actifs qui s'est quand même fortement démocratisée. Rappelez là aussi, alors je ne suis pas un expert des crypto-monnaies, mais que cette technologie, ces monnaies numériques, ça repose sur ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker des informations de manière sécurisée, de manière transparente. Rappelez là aussi, mais je pense que voilà, ça intéresse de plus en plus nos investisseurs, mais qu'il y a plusieurs, j'allais dire, crypto-monnaies, j'allais dire qui sont les principales. Il y a ce qu'on appelle le Bitcoin, que tout le monde doit connaître ici, et puis en plus, ce qu'on appelle ensuite les altcoins. Donc les altcoins, c'est tout ce qui n'est pas le Bitcoin, avec notamment l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin. Donc ça, c'est un peu les crypto-monnaies qui sont classiques. Et à mon avis, demain, un investisseur qui serait intéressé par cette classe d'actifs devrait peut-être plutôt se diriger sur ce type j'allais dire, de crypto-monnaies qui sont les plus connues. Alors, au-delà du fait d'avoir dit qu'il y a une adoption croissante sur cette classe d'actifs, là aussi, puis on l'avait dit un peu en préambule, hein, pour moi, c'est tout à fait pertinent dans une stratégie diversifiée d'avoir peut-être un petit pourcentage de son allocation sur ce type d'investissement alternatif. Rappelez également que de plus en plus d'entreprises, d'institutions financières, on pourrait même parler d'État, hein. Le Salvador était le premier pays à accepter ces paiements en crypto-monnaie, donc il y a une vraie tendance de fond, et donc c'est à mon sens tout à fait pertinent d'en avoir une petite partie. Là aussi, rappelez également que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement volatile, extrêmement risquée, et puis également rappeler peut-être aussi à nos auditeurs qui nous écoutent que vous n'êtes pas obligé, j'allais dire, de posséder de la crypto-monnaie en direct, et ça vous évitera peut-être d'ailleurs de vous faire kidnapper, hein, si on a pu suivre ce qui s'est passé sur ces dernières semaines ou derniers mois pour certains. Mais là aussi, au-delà d'utiliser des outils comme des ledgers, hein, qui vous protègent, vous avez la possibilité d'investir dans des crypto-monnaies via des outils qu'on appelle des ETP, des ETN, voire des ETF, et d'ailleurs de loger ce type d'investissement dans des supports type demain des PER, des comptes titres. Et là aussi, ça permet justement de posséder cette classe d'actifs sans avoir, j'allais dire, toute la logistique et l'aspect sécuritaire. Donc, en tout cas, les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs qui a le vent en poupe, qui a une adoption croissante. Donc, c'est cohérent d'en avoir, mais une petite partie parce que voilà, gardez en tête que c'est quand même très volatile. Parfait. Question suivante. Investir, cela peut être une question d'âge. Existe-t-il un moyen d'investir pour transmettre à son enfant en évitant ou limitant les frais de succession et ou l'imposition? Quels sont les meilleurs investissements en vue d'une donation à ses enfants? Là, c'est peut-être plus Sylvain. Ouais, alors la question est vaste. J'imagine que ça recouvre, je dirais peut-être un problème, en tout cas une problématique personnelle. Je vais essayer de limiter parce que là, pour le coup, c'est vraiment très large, mais comme toutes les questions. Mais forcément, la première chose qui vient à l'esprit, bon, c'est l'assurance vie. Pourquoi? Parce que l'assurance vie a un cadre spécifique fiscal en cas de décès, où jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, eh bien, il n'y a pas de droit de succession à payer dessus. Entre 152 500 et 852 500, c'est 20%, et au-dessus de 852 500, c'est 31,25, ce qui reste toujours inférieur aux 45%
qui est la tranche maximum entre parents et enfants. Donc vraiment l'assurance vie, c'est vraiment l'outil financier dédié très clairement à cela. Après, encore une fois, l'assurance vie, c'est un cadre fiscal qui s'applique à un contrat d'épargne. Ensuite, dedans, on vient loger ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut mettre des fonds complètement sécuritaires, des choses qui le sont un petit peu moins, mais je veux dire, le cadre fiscal de l'assurance vie, c'est cela. Ensuite, il y a deux choses qui se pratiquent, c'est démembrer un bien immobilier, ça peut être un contrat de capitalisation aussi, mais démembrer un actif, c'est-à-dire eh bien, j'ai de l'immobilier locatif ou j'ai une résidence secondaire, eh bien, je garde l'usufruit de ce bien et je transmets la nue propriété à mes enfants. Quel est l'intérêt de cela? Eh bien, l'intérêt de cela, c'est qu'en fait, il y aura des droits de donation qui s'appliqueront uniquement selon un barème spécifique qui est en fonction de l'âge de l'usufruitier. Mais donc, on va payer moins de droits de donation si on donne la nue propriété que si on le donne en pleine propriété à ses enfants, sachant que, je vous le rappelle, mais on a 100 000 euros par parent et par enfant sur lesquels on ne paye pas de droits de donation. Donc un bien qui vaut 200 000 euros, par exemple, j'ai 62 ans, eh bien en fait je vais appliquer un abattement de 40% et donc il va y avoir 120 000 euros que je vais pouvoir, sur lesquels, enfin comment, pour que ce soit clair, ce sera sur 120 000 euros que s'appliqueront les droits de donation. Donc si en fait j'ai 2 enfants, ça fait 60 000 euros par enfant et donc pas de droit de donation à payer, toujours un petit peu de frais de notaire. Et puis il y a également une autre stratégie assez commune, eh bien c'est de créer une société, n'importe d'ailleurs, ça peut être une SCI ou une SARL ou d'autres, mais créer une société, soit faire un crédit par cette société, soit d'apporter les fonds directement dans cette société en tant que personne physique, en tant qu'actionnaire, afin que cette société puisse acheter un bien immobilier ou d'ailleurs acheter des titres, mais bref, acheter un actif, et sachant que la société a une dette vis-à-vis de la banque ou vis-à-vis de l'apporteur, eh bien en fait sa valeur comptable est nulle ou presque nulle, et donc en fait on n'a presque pas de droit de donation à payer. Donc ça c'est une autre un autre moyen de transmettre en limitant, voire en réduisant quasiment à peau de chagrin, les droits de donation ou de succession. Ok. Tout à fait correct. Alors peut-être juste un point, Sylvain, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, je parle sous ton contrôle, mais peut-être préciser juste que pour l'abattement, j'avais en tête que les montants devaient être versés, hein, je parle dans le cadre de l'assurance vie, avant 70 ans. Oui, avant 70 ans, oui, tout à fait, bien sûr, avant 70 ans, tout à fait. Voilà, sinon c'est 30 000. Oui, il faut le préciser, tout à fait. Question suivante. Où et comment investir son argent ailleurs que dans l'immobilier quand on a 72 ans? Où placer les liquidités de ma mère aujourd'hui âgée? Il nous reste 20 minutes. Et il nous reste 20 minutes, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille vite. Et bien, toujours l'assurance vie, on vient d'en parler, mais effectivement, les abattements sont 52 500 et la suite du 990 du CGI, c'est avant 70 ans. Après, c'est le 757B du CGI qui s'applique. Et là, finalement, je dirais l'abattement global n'est plus de 152 500 par bénéficiaire, mais de 30 500 euros pour tous les contrats, pour tout le contrat. Donc, effectivement, ça réduit quand même l'intérêt, mais bon, il y a toujours 30 500 euros qui seront exonérés. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que les plus-values générées par le contrat, eux, ne rentreront pas en succession. Donc, c'est un autre petit avantage à l'assurance vie, même après 70 ans. Alors, ensuite, sur où investir, on peut très bien, encore une fois, parce que peut-être que la personne, le sens de ces questions, c'est de dire elle a 72 ans, il y a peut-être moins d'horizon de durée de placement que quelqu'un qui en a 50. Je ne sais pas un petit peu quelle est la direction de la question, mais effectivement, sur l'assurance vie, je le rappelle, on peut encore prendre des fonds garantis, donc le fonds en euros ou des fonds monétaires qui vont donner entre 1,5 et 3, quoi, c'est tout à fait possible, ou alors avoir une stratégie un petit peu plus offensive justement pour essayer de générer des plus-values et les transmettre en droit de succession. Et puis on vient de le dire, mais il y a également
il y a également le démembrement, même après 70 ans. Alors, l'abattement n'est pas de 40, mais de 30%. Mais c'est la stratégie dont on vient de parler s'applique toujours. Et puis, il y a également autre chose qui est plus dans une stratégie un petit peu retraite, mais ça peut très bien d'acheter des SCPI afin de générer pour la personne un revenu viager jusqu'à la fin de sa vie. Et les SCPI sont transmissibles ensuite aux enfants. Donc ça peut très bien acheter des SCPI, démembrer ces SCPI afin de jouir des revenus de ces SCPI. Et puis ensuite, ce sera transmis aux enfants au moment du décès. Exactement, moi Sylvain, je pense que tu as très bien répondu. C'est exactement mot pour mot ce que j'aurais répondu. Et puis également, j'allais dire vraiment, tout dépend du profil de l'investisseur. Soit la mère a besoin d'argent, les SCPI, c'est à mon avis une très bonne, et notamment les SCPI, le rendement, ça permet d'avoir des revenus. Si jamais elle n'a pas besoin d'argent, effectivement, dans ces cas-là, plutôt se placer dans une outil et dans j'allais dire, une perspective de transmission et de capitaliser un maximum sur ses investissements. Question suivante. Hormis l'immobilier, quel type de placement peut-on réaliser avec des fonds propres? Rentabilité supérieure à 6% ou réduction d'impôt type Girardin, etc. C'est plutôt Morgane. Alors ça, c'est une question qui est quand même très très large parce qu'avec des fonds propres, on a quand même une très grande diversité et flexibilité d'investissement parce qu'on peut investir, j'allais dire, peu ou prou partout, hein, donc actions, obligations, fonds d'investissement, produits structurés, commodities, crypto-monnaies, enfin l'ensemble des classes d'actifs dont on a parlé précédemment. Donc voilà, donc encore une fois, rappeler que la rentabilité supérieure à 6%, chaque rentabilité, chaque rendement important s'associe également à un risque, hein, donc c'est important de l'avoir en tête. Donc, vraiment, pour répondre à la question, quel type d'investissement ou de placement réaliser, on peut peu ou prou tout faire. Et puis également, et c'est peut-être une manière de parler d'autres supports, également imaginer effectivement des réductions d'impôts de type Girardin. Oui, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, bien évidemment, hein, lié à son imposition. Je rappelle, le Girardin en 2 points, c'est la possibilité de financer du matériel industriel en outre-mer et de bénéficier d'une réduction d'impôt qui va être plus importante que son investissement. Là aussi, vous avez plein de types de réductions et de rentabilités différentes qui vont varier en fonction, bien évidemment, du monteur et des garanties et des assurances qui sont proposées à l'investisseur. Donc là aussi, attention. Si vous voulez une rentabilité supérieure, c'est possible, mais voilà, en général, les garanties et j'allais dire les assurances sont peut-être un peu plus faibles que d'autres garanties, d'autres rentabilités qui seront un peu plus faibles, mais qui auront plus d'assurance et plus de garanties. Ok. Question suivante. Quels investissements peut-on réaliser au travers d'une SARL? Ouais, alors, à peu près la même chose que une personne physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des livrets rémunérés, les comptes à terme, on peut très bien avoir également... alors on peut pas avoir d'assurance vie, voilà, ça l'assurance vie c'est uniquement pour les personnes physiques, mais les contrats de capitalisation c'est parfaitement possible. Contrat de capitalisation, on va dire, pour très simplifier, c'est à peu près la même chose qu'une assurance vie, sauf qu'il n'y a pas d'avantage en matière de succession, mais contrat de capitalisation par lesquels on peut aller chercher tout ce qui est monétaire, obligataire, action, ou alors également compte titre, c'est tout à fait possible aussi par le truchement d'une société. Après, de l'immobilier en direct, hein, une SARL peut très bien acheter de l'immobilier en direct. Une SARL, si c'est prévu, peut très bien avoir, acheter des SCPI. Également, oui, quelqu'un me dit des ETF. Oui, tout à fait, des ETF. Les ETF, par le contrat de capitalisation ou par un compte titre, hein, toujours. Mais la SARL elle peut également acheter effectivement des SCPI. Simplement, petite précision au niveau fiscal, il n'y a pas de prélèvements sociaux quand c'est une personne morale qui achète, il n'y a pas de CSG CRDS. Par contre, il y a l'impôt société sur les plus-values. Voilà. Donc, en résumant un gros trait, à peu près la même chose, pas d'assurance vie. Et attention, au niveau fiscalité, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu, mais c'est l'impôt société. Parfait. Tu veux rajouter quelque chose, Morgane? Non, je suis tout à fait correct. C'est tout type de support, sauf assurance vie, globalement, c'est exactement ce qu'a répondu à Sylvain. Ok.
Comment coupler investissement et optimisation fiscale? Il nous reste un quart d'heure. Euh, Donc, c'est plus ouais. Sylvain, peut-être? Ouais, alors là c'est large, mais je dirais, c'est un petit peu les sujets dont on a déjà parlé, puisque eh bien l'assurance vie. Alors on en a parlé en cas de décès, eh bien il y a cette fiscalité avantageuse successorale, mais il y a également un avantage en cas de vie, c'est-à-dire que si le contrat a plus de 8 ans, eh bien il y a, quand on récupère ces plus-values, il y a des abattements, une fiscalité particulière qui sont intéressantes. Alors, j'ai évité de tout détailler parce que là, l'objectif, c'est de synthétiser, mais qui sera à peu près la même chose côté PEA, d'ailleurs. Ensuite, il y a effectivement le plan d'épargne retraite. Bon, encore une fois, hein, si l'objectif, c'est de se constituer une retraite complémentaire, eh bien, les versements que l'on fait dessus sont déduits de son revenu imposable, ou alors si on l'a fait par l'intermédiaire d'une SARL, enfin, ou d'une société, eh bien, effectivement, ne sont pas réintégrés dans son revenu imposable. Donc, c'est une sorte d'assurance vie, hein, le PER, si on devait simplifier à gros traits, c'est une sorte d'assurance vie sur lequel les versements ne sont pas fiscalisés. Ensuite, peut y avoir des choses... il y a également ce qu'on appelle le 150 obétaire, c'est-à-dire que quand on cède son entreprise pour éviter de payer une plus-value, de payer de l'impôt, de la fiscalité sur des plus-values, il y a également des dispositifs qui peuvent permettre de ne pas payer d'impôt sur ces plus-values, enfin d'avoir un report d'impôt sur ces plus-values, pour être très exact. Ensuite, il va y avoir des choses plus à la marge, FCPI, FIP, groupement forestier, viticole, et puis également, et je vais laisser Morgane prendre la main là-dessus parce que je sais que ça lui tient à cœur, il y a également l'investissement en Girardin qui permet d'investir en gagnant sur le plan de la fiscalité. Exactement, tout à fait correct. Dès que je t'écoutais, là aussi, bien évidemment, 100% d'accord. Pour moi, effectivement, hein, peut-être l'outil, j'allais dire, de masse qui répond à cette optimisation et fiscale et l'investissement, je dirais que c'est le PER, et tu l'as très bien dit, hein. D'ailleurs, on peut parler de PER assurantiel ou de PER compte titre. Rappeler effectivement que les versements sont déductibles. Alors, il y a là aussi des plafonds à respecter. Rappeler également, et ça c'est quand même toute la force du PER, c'est que maintenant vous avez une palette, une bibliothèque, j'allais dire, qui est extrêmement large. Donc il y a plein de typologies d'investissement dans lesquelles vous pouvez investir dans le cadre du PER. Rappeler, alors après je pourrais faire un micro-rappel également sur le Girardin, mais peut-être aussi rappeler que d'une manière générale, il faut non plus, je pense, rappeler à nos investisseurs, à nos auditeurs qu'il ne faut jamais être aveuglé par le biais de l'avantage fiscal. Parfois, des gens se disent, bah tiens, c'est intéressant, il y a un avantage fiscal, je le fais. Non, bien évidemment, il faut le faire parce qu'il y a une optimisation fiscale, mais aussi parce que ça a du sens pour l'investisseur dans son profil. Sinon, bien évidemment, pas le faire. Avant de parler du Girardin, rappelez également que vous avez aussi plein d'outils d'optimisation fiscale, j'allais dire dans l'immobilier. Je pense notamment au déficit foncier, parfois, qui vous permet, j'allais dire, d'optimiser en venant mettre en déduction toutes les charges que vous pouvez avoir de vos revenus fonciers, voire parfois, dans certains cas d'ailleurs, de vos revenus globaux. Sur la partie Girardin, là aussi, effectivement, merci pour cette petite passe décisive, mon cher Sylvain, parce qu'effectivement, Interinvest est pour ne pas dire le leader à structurer des opérations dans le cadre du dispositif Girardin. Je rappelle en quelques mots qu'est-ce que c'est. Le Girardin, c'est un investissement one-shot qui vous permet à tout investisseur de bénéficier d'une réduction d'impôt plus importante que son investissement. Donc moi, monsieur le client, je paye 11 000 euros d'impôt, je vais mettre 10 000 et je vais récupérer 11 000 euros l'année suivante. On en a fait chez nous, chez Interinvest, un produit garanti. Il y a des plafonds à respecter. Donc là aussi, bien évidemment, se rapprocher de conseillers expérimentés comme Inextenso Patrimoine, bien évidemment, mais c'est un dispositif très rapide, one shot, parce que vous mettez votre investissement et vous récupérez votre réduction d'impôt dès l'année suivante. Donc, on a un taux de récurrence chez Interinvest, à titre d'information, de plus de 95%. Donc, si ça vous intéresse, vous rapprochez de Sylvain. Voilà. Parfait. Question suivante. Est-il possible de faire un investissement en dehors de la France et de l'Europe, et lequel? Donc là, il nous reste 10 minutes. Alors là aussi, c'est une question qui est très très large. De prime abord, peut-on réaliser un investissement en dehors de France et d'Europe? La réponse est bien évidemment oui. Alors
peut-être que via cette question, hein, je ne veux pas tromper la question de l'auditeur, mais peut-être que la question au-delà de ça, c'est est-ce que je réalise un investissement, si j'ose dire, en direct ou via un support, mais tout en restant en France. Donc moi, c'est plutôt peut-être la réponse que je dirais, et ça vient un peu j'allais dire dans la continuité des points qui étaient évoqués précédemment. C'est important, là aussi, dans ces investissements, de diversifier. La diversification géographique en fait partie. Donc, bien évidemment, d'investir sur le territoire européen slash français, à mon sens, qui propose de belles opportunités. Le marché américain et le marché US également. Donc, là aussi, c'est tout à fait pertinent. Voire parfois, dans certains cas, de se poser des questions sur des pays émergents. Alors là aussi, hein, attention, parce qu'en général, la volatilité peut être parfois plus importante. Se poser également des questions géopolitiques sur certains territoires. Attention et d'être vigilant. Se poser également des questions sur tout ce qui peut être devise. Voilà, donc cibler des devises fortes. Mais peut-on investir en dehors de France? Oui, il faut le faire d'ailleurs, mais plutôt, j'allais dire, via des outils, d'ailleurs, type ETF ou autres, qui vous permettent d'investir sur d'autres territoires tout en restant en France. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvain? Ouais, vite fait, effectivement, Morgane a très bien répondu. Simplement, je dirais de manière plus prosaïque, concrètement, comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, toujours pareil, ça peut se faire via compte titre, via assurance vie, en sélectionnant soit des actions directes, soit des fonds qui ont une spécificité d'investissement géographique. C'est-à-dire sur son assurance vie, on peut très bien avoir 5% qui vont être investis sur le marché chinois, sur le marché indien, sud-américain, bref. En fait, on peut le faire par tout un tas de biais. Simplement, comme le rappelait Morgane, il faut faire attention aux risques géopolitiques, systémiques. La Chine sait très bien si demain, voilà, si jamais demain elle attaque Taïwan, elle va peut-être se contracter. Ce sera peut-être compliqué de pouvoir récupérer son argent. Alors après, via une assurance vie, eh bien ça peut être, voilà, ça peut être un petit peu plus de sécurité en matière de liquidité, mais c'est tout à fait possible. Mais sinon, de manière plus proche, on peut très bien avoir des fonds avec des actions européennes ou même des SCPI qui ont une spécificité d'investissement en dehors de France en restant dans l'Union européenne. Ok. Question suivante. Faut-il investir en SCPI ou dans l'assurance vie? Alors on peut faire les deux d'ailleurs. On peut faire SCPI assurance vie, on peut faire SCPI dans l'assurance vie, c'est tout à fait possible. C'est pas forcément. Alors déjà, encore une fois, en matière de diversification, bah, c'est toujours bien de prévoir les deux. SCPI dans l'assurance vie, c'est pas toujours une préconisation, c'est pas forcément les SCPI les plus performantes. Ensuite, c'est pas la même chose. L'assurance vie, on a une garantie de liquidité. En tout cas dans l'immense majorité des cas, on a une garantie de liquidité de son épargne qu'on peut recouvrer à tout moment. On a une diversification qu'on peut faire. On peut avoir un seul et même contrat assurance vie, investir en France, en Chine, en Europe, à travers différents fonds. On peut faire aussi de l'immobilier dans une assurance vie. Et puis ensuite, vaille que vaille, on verra un petit peu ce que ça donne. SCPI, ça va garantir un rendement régulier viager. Voilà. Donc, en fait, c'est pas forcément, c'est les revenus fonciers qu'on va percevoir, soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc, c'est pas du tout le même objectif. Autre chose, on peut emprunter, alors en soi, théoriquement aussi, on peut aussi avec le crédit Lombard pour l'assurance vie, mais enfin, dans les faits, ça se voit très peu, mais on peut se servir d'un levier d'emprunt pour acheter des SCPI, ce qui est quand même plus compliqué pour la partie assurance vie. Puis il y a aussi une chose, c'est qu'une assurance vie, ça ne se démembre pas, ça ne se transmet pas, hein, c'est dénoué au moment du décès de l'assuré, alors que la SCPI, ça peut très bien se transmettre. Donc je dirais que c'est deux classes d'actifs qui sont très différentes. Donc c'est compliqué, SCPI ou assurance vie, ça va dépendre de l'horizon de placement, des objectifs du client, et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. 100% d'accord. 100% d'accord. Ok. Question suivante. Pouvez-vous comparer les supports PEA et assurance vie de plus de 8 ans? Ça ouais, alors ce serait ce serait long, mais si on devait résumer à gros traits, effectivement, après 8 ans, finalement, la fiscalité sur les plus-values n'est pas exactement la même, mais se rapproche très fortement entre les deux supports. Donc, j'imagine que c'est ça un petit peu la question de l'auditeur, c'est de se dire, OK, finalement, vu que c'est à peu près la même chose après 8 ans, quel est l'intérêt? Je dirais, à l'avantage de l'assurance vie,
une plus grande diversité de supports d'investissement, parce que PEA, rappelons-le, ça se réduit aux actions européennes, alors que l'assurance vie, on peut aller chercher tout type de choses, même de l'immobilier, du fonds garanti, de partout à travers le monde, alors que le PEA, on va rester sur des actions européennes. Au avantage également pour l'assurance vie, il n'y a pas de plafond de versement, hein, à la différence du PEA. Et puis, encore une fois, il y a des avantages en matière de transmission côté assurance vie qu'on n'a pas côté PEA. Après, côté PEA, eh bien, on a souvent des frais inhérents au support qui sont plus faibles que l'assurance vie, parce que l'assurance vie, il y a souvent des frais sur versement, un petit peu de frais de gestion qui viennent gréver les rentabilités. Par contre, il y a aussi des avantages qui vont en face, qu'on n'a pas côté PEA. Donc voilà, je dirais l'assurance vie permet plus de choses, il y a plus de frais mais permet plus de choses, et puis il y a des avantages en cas de succession qu'on n'a pas côté PEA. Alors j'ai vu là, c'est très frais, j'ai vu ça il y a 2 jours, qu'il y a une proposition de loi je pense pas que ça sortira, enfin que ce sera voté, mais une proposition de loi pour amener, faire sauter les plafonds sur le PEA, amener les mêmes avantages que l'assurance vie sur le plan successoral, faire sauter le cadre géographique européen. Bref, en fait, on en ferait une super assurance vie. J'ai quand même des doutes voilà, sur le fait que ce soit voté, mais voyez comme quoi c'est un sujet qui ne travaille pas que l'auditeur, mais même le législateur actuellement. Ok. Question suivante. Quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter lorsqu'on veut investir dans l'immobilier? J'ai plusieurs biens immobiliers en locatif. J'aimerais avoir des pistes pour investir et avoir des rendements plus importants sur du court terme. Là, peut-être Morgane? Alors, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter dans l'immobilier. Alors là, je pense que l'auditeur fait référence notamment à peut-être de l'immobilier plutôt en direct. Bon, alors là aussi, je n'ai pas de boule de cristal, mais peut-être ce qu'on peut rappeler, peut-être j'allais dire les fondamentaux, c'est quoi dans l'immobilier? C'est en général l'emplacement. Donc peut-être rappeler aux auditeurs que favoriser des zones, j'allais dire tendues, donc avec des tensions locatives qui sont fortes, avec de la demande locative, des zones où vous allez avoir des infrastructures. Peut-être rappeler également qu'au-delà de l'emplacement, ce qui est important, c'est de bien connaître le marché local. Donc voilà, si vous souhaitez investir dans une ville, d'abord essayer de connaître cette ville, son environnement, les tendances, le prix, prendre en compte. Alors ça aussi, c'est, je pense, un point super important, c'est que au-delà de l'emplacement, prendre en compte, j'allais dire, tous les coûts également liés à votre investissement. C'est vrai que les gens oublient parfois, mais l'opération, vous avez plein de frais parfois qui sont des frais un peu cachés, si j'ose dire, mais tous les frais liés aux travaux, tous les frais liés au crédit, ou d'ailleurs à la réglementation. Vous savez que l'immobilier, c'est quand même une classe d'actifs qui est très fortement taxée, qui est très fortement réglementée. On en parle de plus en plus. Vous avez qu'à lire la presse spécialisée ou non. Il y a l'encadrement des loyers. Il y a maintenant une dimension également qui est énergétique. On parle du DPE. Donc tout ça, c'est vrai que c'est forcément un certain nombre de paramètres. Si vous ne le prenez pas en compte, ça peut venir un peu gréver votre rentabilité et l'impacter de manière plus ou moins forte. Donc moi, le conseil, c'est bien évidemment investir dans des zones tendues, des emplacements stratégiques. En général, les gens répètent systématiquement location, location, location. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Et puis, au-delà j'allais dire, de l'emplacement, être vigilant sur votre investissement de manière très globale. Quels sont tous les différents coûts qui sont liés à mon investissement, la réglementation, parce que tout ça, ça peut avoir des impacts importants sur la rentabilité. Et bien évidemment, on le rappelle, l'immobilier, c'est dans un cadre diversifié, donc ça ne doit pas représenter, même si tu le disais Sylvain tout à l'heure, voilà, les Français, la pierre, c'est une histoire d'amour depuis toujours, mais à mon avis, à mon sens, ça ne doit pas représenter plus de 50% de votre patrimoine. Après, chaque profil est différent, mais voilà, avoir vraiment une diversification et également dans l'immobilier, c'est, je pense, quelque chose de très important. Tu veux ajouter quelque chose, Sylvain? Mais non, vu qu'on est un peu short sur le temps, je vais... Ok, ça marche. 18e question, les SCPI sont-elles toujours un placement rentable? Si oui, avez-vous des recommandations? Alors, est-ce que les SCPI sont un placement rentable? Bon, la réponse est oui. Alors effectivement, là aussi, il faut être assez vigilant parce que c'est une classe d'actifs qui a été, on va dire, un petit peu éprouvée sur ces peut-être derniers mois. Ce qu'on peut rappeler également, c'est, et mes recommandations, c'est que si vous voulez,
vous avez plein de types de SCPI qui sont quand même très différentes. Alors, il y en a quelques-unes qui ont un petit peu dévissé sur ces derniers mois et c'est un peu englobé, j'allais dire toute la notoriété des SCPI, mais en France, il y a plus de 215 SCPI et il n'y en a qu'une dizaine, et notamment plutôt des SCPI bancaires qui ont eu tendance peut-être un peu à dévisser. Peut-être parce qu'elles avaient collecté de manière importante ces derniers mois, ces dernières années, et qu'elles n'étaient peut-être plus forcément sélectives. Donc moi, le conseil que je donnerais, et d'ailleurs, chez Interinvest, on propose une SCPI avec un rendement supérieur à 8%, mais ma recommandation, c'est premièrement peut-être choisir ce qu'on appelle des nouvelles SCPI, donc des SCPI qui vont être relativement récentes. Pourquoi? Parce que ça permet de rentrer sur des points d'entrée qui sont assez intéressants, hein. Là aussi, le marché de l'immobilier, vous le savez, voilà, a été un petit peu éprouvé sur ces dernières années, des derniers mois. Donc, il y a des belles opérations. Donc, l'avantage des SCPI qui se lancent depuis quelques années, bah, c'est qu'elles ont de l'argent et donc elles n'ont pas de passif. Elles rentrent sur des points d'entrée qui sont intéressants. Donc, moi, j'investirai sur ce type de SCPI. Et puis également, j'essaierai d'investir également sur une SCPI un peu plus ancienne, qui a un modèle éprouvé dans la durée. Parce que là, encore une fois, une SCPI qui a été capable de tenir un rendement depuis 5, 10, 15, 20 ans de manière tout à fait satisfaisante, bah, là aussi, c'est des SCPI qui ont des piliers. Donc voilà, moi, j'allais dire ma recommandation, c'est une diversification là aussi sur des SCPI. Pas mettre tous ces deux dans le même panier, c'est vrai pour tout et également sur les SCPI. Donc, diversifier ses investissements, donc faire ce qu'on appelle une allocation sur plusieurs types de SCPI. Des SCPI plutôt récentes, qu'on appelle des nouvelles SCPI qui rentrent sur des bons points d'entrée, et des SCPI peut-être un peu plus anciennes qui ont été qui ont avec une vraie visibilité, hein, sur les distributions qui ont été réalisées sur ces 10, 15 ou 20 dernières années. Ouais, je rajouterais simplement, je suis complètement d'accord avec Morgane, mais je rajouterais simplement qu'effectivement, in extenso, et le conseil de surveillance a sélectionné une dizaine de SCPI, justement, est allé regarder un petit peu en profondeur les bilans de ces SCPI. Et comme le dit Morgane, effectivement, l'objectif, c'est de diversifier son allocation, tant en matière géographique, c'est-à-dire faire attention à ne pas avoir des SCPI qui sont trop investis en Île-de-France, mais on peut très bien avoir un petit peu d'Île-de-France, de la province et de l'Europe. Ça dépend aussi des convictions de chacun. Et puis également au niveau sectoriel, c'est-à-dire pas avoir que des SCPI 100% tertiaires du bureau, mais également avoir un petit peu de logistique, de tout ce qui est bâtiment de santé, d'hôtellerie. Voilà, encore une fois, même au sein des SCPI, même au sein de cette classe d'actifs, il faut veiller faut veiller à diversifier en morcelant un petit peu les différentes SCPI qu'on va sélectionner. Effectivement, Interinvest propose une SCPI que nous-mêmes on propose à nos clients, mais si vous venez me voir avec une enveloppe, on ne va pas tout mettre sur une SCPI, on va essayer de répartir en fonction aussi d'ailleurs de vos convictions. Tout à fait correct. Question 19. Comment diversifier mes investissements dans le cadre d'un projet retraite à 10 ans? Ouais, alors tout dépend en fait pas mal de choses. C'est est-ce que vous avez déjà une somme importante, enfin une somme importante, même ça dépend ce qu'on veut dire, mais est-ce que vous avez déjà un capital à investir ou est-ce qu'on part sur des choses mensuelles, enfin je dirais à cotisation régulière. Mais grosso modo, l'objectif normalement d'un investissement dans le cadre d'un projet retraite, j'imagine que c'est de se créer une retraite complémentaire, c'est à savoir un revenu régulier pendant le maximum de temps et viager si possible. Donc, tout ce qui va être plan d'épargne retraite et assurance vie, et ou assurance vie d'ailleurs, eh bien, sont parfaitement faits pour ça, à savoir se constituer une épargne retraite et puis venir morceler, fractionner son capital au terme, le récupérer progressivement pour venir compléter sa retraite des régimes obligatoires. Donc les deux supports sont très bien faits, mais la SCPI aussi, on en revient un petit peu, je suis désolé, mais on en revient un petit peu dessus, où mine de rien, eh bien, ça importe un revenu régulier, aux détenteurs de parts. Donc voilà ce que je dirais. Après, ça n'exclut pas non plus, si on a un capital un peu important, d'essayer d'aller chercher un petit peu de dette pour acheter de l'immobilier si on arrive à trouver, si on a suffisamment de capacité d'apport afin d'avoir remboursé au bout de 10 ans. Ça n'exclut pas d'autres stratégies. Et je dirais de manière un peu commune, on va être sur plan d'épargne retraite, assurance vie et puis SCPI. Ok. Question 20.
J'ai de l'épargne. Faut-il tout sécuriser, notamment du fait du climat économique et géopolitique actuel? Ouais, alors ça, je dois dire que je dirais, c'est une question, je pense, hein, qui trotte dans la tête d'un petit peu tout le monde. Alors, je rajouterais même quelque chose économique, géopolitique et politique. Et j'entends politique de fiscalité, où on sait que la France a une dette. Là, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier trimestre, on a pris 40 milliards supplémentaires, on a augmenté notre dette de 40 milliards. Donc, les chiffres sont astronomiques. Donc, effectivement, c'est pas sécurisant, hein. Et d'ailleurs, je pense que si le cours de l'or, si les Français épargnent autant en ce moment, c'est justement parce que ils ne sont pas, voilà, ils sont pas dans, voilà, ils sont dans l'incertitude en tout cas. Mais alors là, je dirais que attention, oui, il faut sécuriser. Donc souvent les gens pensent, ok, assurance vie, fonds en euros, livret réglementé, on va sécuriser un maximum, on va surtout pas prendre d'actions, d'obligations ou d'autres actifs parce que ça peut secouer un petit peu. Attention parce que déjà, ces actifs-là reposent quand même en partie sur la dette de l'État, il faut quand même le savoir, hein, les fonds en euros d'assurance vie et même les livrets réglementés, livrets A, LDD, etc., ça sert à financer les logements sociaux, hein, tout ça. Donc si demain, bon là on est dans un scénario extrême, mais il y a une faillite de la France, ce sera quand même compliqué de tout récupérer. Donc attention, c'est pas non plus 100% sécurité, hein. Et puis ça, on est sur des actifs de court terme, de poche de liquidité. Je dirais les secousses qu'on peut avoir, si on investit sur du moyen ou du long terme, eh bien, il faut être en capacité de prendre des secousses. Alors, on fait 10, moins 10, moins 15, moins 20 une année. Si l'horizon de placement est à 10 ans, c'est pas grave. On aura récupéré d'ici là. Mais je dirais que dans le climat actuel, le maître mot, c'est la diversification. Si on n'a pas confiance, je dirais, si on n'a pas confiance un petit peu là où nous sommes, eh bien, il faut essayer de diversifier géographiquement et en classe d'actifs un maximum, d'autant plus. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif, mais ne pas forcément aller, voilà, 100% sur des choses sécurisées parce que, encore une fois, on réunit, on regroupe tout, on met tous ses œufs dans le même panier et ça ne va pas forcément nous sécuriser, mais au contraire, ça peut être un piège. Donc, voilà, ma recommandation, c'est diversification au maximum, tant en classe d'actifs qu'au niveau géographique. On y revient, mais c'est important. 100% d'accord avec toi, Sylvain. Et effectivement, vraiment pour compléter ce que tu as dit, mais moi je suis mille fois d'accord, mais peut-être rappeler à nos auditeurs que, alors bien évidemment, hein, selon le contexte, on peut, j'allais dire, accentuer ou réduire certaines positions, mais le risque le plus évident, c'est de rien faire. Quelqu'un qui se dirait, bah attends, voilà, le contexte est compliqué, je fais rien. Bon, bah, si vous voulez, tu l'as très bien dit, on ne connaît pas les bons jours, on ne connaîtra pas non plus les mauvais jours. Donc voilà, donc c'est important d'être capable, j'allais dire, de continuer à investir, de rester toujours investi, parce que le pire des risques, c'est de dire, bah voilà, il y a une secousse, je sors, et en général, on sort jamais au bon moment, et puis après, on n'investit jamais non plus au bon moment. Donc vraiment, le maître mot, c'est de rester investi. On peut accentuer ou réduire certaines positions, rester diversifié, bien évidemment, mais voilà. Ok. Question suivante, avant-dernière. Avec un statut de gérant majoritaire sans salarié, quels sont les placements qui ne sont pas soumis à cotisation sociale? Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup parce que, alors là, je dirais dans la tête de l'auditeur, j'imagine que sa question c'est, ok, je suis gérant majoritaire, j'ai pas de salarié, donc je ne peux pas bénéficier de l'épargne salariale, PE, PERCO, où effectivement l'abondement de l'épargne salariale, PE, PERCO, n'est pas soumise l'abondement n'est pas soumis à charge sociale. Alors il y a 9,7% de CSG CRDS, mais il n'y a pas de charge sociale à payer dessus. Donc j'imagine que c'est ça, c'est de se dire, ok, si j'ai pas de salarié, je peux pas avoir d'épargne salariale, comment je peux faire pour récupérer de l'argent sans payer de cotisation sociale? Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment beaucoup de sujets. Bon, on peut y avoir un peu de chèque vacances, de chèque emploi-service, voilà, mais ça ne va pas diminuer votre résultat de 10 ou 20 000 euros. Effectivement, le plan d'épargne retraite pris en charge par l'entreprise est réintégré à la base sociale, hein, à la base URSSAF. Donc, voilà, il n'y a pas 50 sujets, si ce n'est éventuellement quelques cadeaux clients. Voilà, mais sinon, voilà, on ne peut pas, je dirais, l'administration fiscale et la direction de la sécurité sociale ont plutôt bien fait les choses là-dessus, et c'est très très encadré.
pas de salariés, pas d'épargne salariale, pas vraiment de dispositif, encore une fois, chèque emploi-service et chèque vacances, mais sinon, pas vraiment de dispositif où on peut passer à côté des charges sociales. Parfait. Dernière question. Faut-il se tourner vers une banque physique ou en ligne? Et comment investir en bourse sans passer par une banque? Bon, alors ça, c'est Myriam, une question, hein, il n'y a pas il a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Ça dépend, je pense, vraiment du profil de l'investisseur. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que les banques en ligne, se développent quand même de manière importante sur ces dernières années. Et puis, en général, elles mettent en avant peut-être des frais ou des coûts qui sont réduits. Elles vont mettre en avant également j'allais dire, la simplicité des outils, leur accessibilité, hein, notamment avec tout ce qui va être les outils en ligne, les applications, les sites web, qui correspondent parfois peut-être aussi à une certaine type de génération. Quand la banque peut-être un peu plus, j'allais dire la banque physique, hein, va mettre en avant peut-être plus sa proximité, son conseil personnalisé, si j'ose dire, qu'elle pourrait donner aux investisseurs. Donc là aussi, je pense que ça dépend du profil de l'investisseur. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est important d'être conseillé, que ça soit en banque ou bien évidemment par un CGP comme Inextenso Patrimoine, bien évidemment. Et puis ça peut dépendre également du type du profil, mais voilà, quelqu'un qui chercherait vraiment uniquement un accès, une simplicité des coûts, une banque en ligne, et puis quelqu'un qui aurait besoin d'avoir peut-être un conseil plus personnalisé, une gamme peut-être beaucoup plus complète. Une banque physique pourrait peut-être mieux correspondre à ses besoins. Même si ma conviction également profonde, c'est que voilà, toute la digitalisation, c'est quand même plutôt le sens de l'histoire. On le constate et j'allais dire, ça c'est quand même il y a beaucoup d'investissements qui se sont démocratisés. D'ailleurs, voilà, toute la typologie d'investissement dont on a parlé pendant un peu plus d'une heure maintenant avec Sylvain. Il y a encore quelques années, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas accessibles. Aujourd'hui, la digitalisation, et je pense que le Covid également a accéléré tout ça, vous permet en quelques clics parfois d'avoir accès à des fonds de grande qualité, à des ETF, à des produits structurés. Donc là aussi, gardez en tête que c'est, à mon sens, quand même le sens de l'histoire. Et puis, comment investir en bourse sans passer par une banque? Donc là aussi, vous avez pas mal de ce qu'on appelle maintenant de plateformes, notamment, qui sont se développées pour permettre à des investisseurs de souscrire en quelques clics. Je pense à Revolut. Je pense maintenant comment ça s'appelle, Trade Republic, exactement, tu as raison, qui serait à Shares. Donc voilà, maintenant, il y a plein d'outils. Attention néanmoins de le rappeler, hein, c'est que il y a toujours un risque de perte en capital et il y a toujours un côté assez excitant de vouloir peut-être un peu trader sur ce type de plateforme et le faire en quelques clics. Mais voilà, gardez en tête dans une logique bien évidemment diversifiée et surtout ne pas mettre tous ses œufs sous le même panier. Donc prendre les précautions d'usage bien évidemment sur ce type d'investissement. Ouais, je rajouterais à cela que attention, parce que c'est une tendance que je vois se développer. Effectivement, il y a des influenceurs qui vivent de conseils justement d'investissement, qui font la promotion de ces plateformes, et c'est très bien. Moi, je suis absolument pas contre. C'est très bien, mais ça reste quand même souvent pour des gens qui ont une vraie culture financière, qui sont acculturés à cela. Attention aux conseils que vous pouvez entendre aussi, je dirais, dans les différentes vidéos. Ne jamais oublier que ces gens, ils ne sont pas tous mal intentionnés, c'est pas ce que je veux dire, mais ces gens ont un intérêt à vous vendre du contenu, hein, c'est vous le produit. Hein, quand on regarde une vidéo gratuite, voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, c'est nous le produit d'ailleurs. Donc voilà, restez quand même très prudents. Moi, je suis content de cette vague de fonds qui fait que les Français sont de plus en plus sensibilisés à l'investissement autre que livret et fonds euros d'assurance vie. C'est super, mais attention, prendre toujours du recul. Et surtout, aller, soit on a une très grosse culture financière et puis on y va, on s'amuse et voilà. Mais même avec une grosse culture financière, attention à bien cloisonner un petit peu par poche ces investissements, c'est-à-dire, je dispose, j'ai une bêtise, d'un patrimoine financier de 100 000 euros. Bon, voilà, peut-être pas mettre 80 000 euros sur un PEA compte titre investi en Chine. Hein, voilà, toujours essayer de bien segmenter ce qu'on va faire entre les différents horizons de placement et les différentes sensibilités au risque. Hein, c'est vraiment important, je dis ça parce que parfois je pense des clients un peu jeunes mais très sensibles, et d'ailleurs avec une bonne culture financière, mais qui vont avoir énormément de crypto, vont avoir beaucoup d'actions, assez peu d'actifs
un petit peu plus sécuritaires, parce qu'ils sont nourris un petit peu à ces vidéos, c'est très bien, mais attention quand même, voilà, à savoir prendre un petit peu de hauteur. Et nous, effectivement, c'est notre travail chez Inextenso Patrimoine de pouvoir vous accompagner un petit peu dans la définition des objectifs et des différentes supports et différentes classes d'investissement. Voilà. Exactement. Et comme tu l'as dit, on peut vraiment le rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. C'est vrai que voilà, dès que vous voyez des rentabilités, et on l'a dit en préambule également, un investissement, il y a un couple rendement-risque. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'argent magique. Donc, des rentabilités ou des gains potentiels très élevés sont associés à des risques également importants. Ça, c'est important de le rappeler. Très bien, merci beaucoup pour ces conseils judicieux et toutes les questions qui ont été posées dans le chat. On va y répondre rapidement. Vous allez recevoir un mail avec le replay de l'émission, les coordonnées de nos intervenants, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction qu'on vous demande si possible de remplir. Ça va nous permettre d'évaluer ce webinaire et de proposer les prochains. Le prochain, justement, portera sur les retraites. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès que vous avez l'information. Merci à nos intervenants qui ont été très clairs et très pédagogues. Et on vous donne rendez-vous au prochain. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Sylvain.